Bienvenue et risque de vous retrouver pour ces nouveaux numéros de votre magazine institutionnel qui s'ouvre aujourd'hui à la présidence qui dénonce un réseau mafieux usurpant l'identité du directeur de cabinet du chef de l'État et appelle à la vigilance. Dans ses communiqués, la présidence fait savoir qu'un individu utilise de faux numéros de téléphone ainsi que photos détournées du DIRCAB, du chef de l'État, pour arnaquer les citoyens. Et restons toujours à la présidence en ce qui concerne l'enseignement. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a équipé ce mercredi l'école de Kamina de Yolo Nord dans la commune de Kalamu d'une salle d'informatique. Partons actuellement à la primature, la première ministre Judith Tuluka qui plaide en faveur de la RDC au COP29 qui s'est tenu à Bandkou, Azerbaïdjan, la République démocratique du Congo en tant que pays solution. Il est important d'être récompensé de manière équitable par rapport à notre position de deuxième poumon du monde, a-t-elle déclaré. Suivez. La question du changement climatique est une question clé aujourd'hui pour le devenir du monde, mais aussi pour le développement durable de notre pays. Mais au-delà de cela, nous sommes dans une position par rapport à notre potentiel tant en termes de biodiversité, au niveau des ressources hydrauliques, au niveau des ressources minérales stratégiques. Nous sommes dans une position de pouvoir changer le monde déjà pour nous-mêmes en tant que République démocratique du Congo. Et il est important que notre voix aujourd'hui puisse porter. Il y a d'un côté cette nécessité en tant que pays solution, en tant que poumon, un des pays faisant partie du poumon du monde, de pouvoir de manière équitable pouvoir être récompensé par notre position, mais en même temps, nous avons tout intérêt, nous, de nous préparer par rapport à notre développement durable, par rapport à la transformation que l'on veut donner, notamment à la transition énergétique, et je pense que ça, c'est important. Aujourd'hui, quand tous les contacts qu'on a au niveau bilatéral ou multilatéral nous mettent la République démocratique du Congo dans une position où la transition énergétique va devenir un élément clé de développement. Et là, nous, en tant que pays, nous ne devons pas rater cette opportunité-là parce que nous sommes dans cette position avec nos minerais stratégiques. Mais pour ça, nous devons faire notre part, continuer à travailler par rapport à la transformation. Mais ce qui est important dans ce type de rencontre ici, notamment la COP29, c'est de voir comment nous allons défendre, au même titre que d'autres pays qui sont dans notre position, le fait qu'aujourd'hui, nous sommes ce potentiel que nous offrons au monde, comment nous défendons cette position et comment nous allons récupérer financièrement ce qui va nous permettre d'accélérer notre développement. Je le dis souvent, c'est que nous sommes dans une position où, contrairement aux lois économiques, où tout le monde sait que quand on est dans la théorie de l'offre et de la demande, quand l'offre est faible et que la demande est importante, c'est celui qui a cette offre faible qui gagne le plus. Mais ce que nous vivons aujourd'hui est le contraire de cette théorie. Donc, aujourd'hui, le plus important maintenant, c'est de faire entendre notre voix et de s'assurer qu'on puisse être rétribué. Ce n'est pas une récompense, c'est une digne rétribution par rapport à ce que nous apportons pour le monde. Et je pense que c'est un message que nous devons tous porter en tant que Congolais. Et poursuivant, en ce qui concerne l'actualité, les ministres du Plan parlent devant l'Assemblée nationale qui, lors de son discours, parle des avancées du projet de 145 territoires qui a été lancé depuis 2023. Je vous propose de le suivre. S'agissant de l'état d'exécution physique et financière, sur la forme de la mise en œuvre de la première phase du PDL 145T, initialement projetée sur la période 2021-2023, n'a débuté effectivement qu'en 2023. Ceci a eu pour effet, vous vous en doutez, d'entraîner un glissement sur le calendrier de la clôture des activités de cette première phase.
Il s'agit des contraintes liées à la mobilisation des fonds. Il s'agit essentiellement des contraintes liées à la mobilisation des fonds prévus pour son exécution. Quant au fonds, cette première phase s'articule autour de 4 composantes, à savoir la composante relative à l'amélioration d'accès des populations des territoires ruraux aux infrastructures et services socio-économiques de base en vue de désenclaver les territoires et de contribuer à l'amélioration de l'accès à la population aux services sociaux de base. Dans cette composante, il est prévu la construction et l'équipement de 1198 écoles primaires, la construction et l'équipement de 787 centres de santé, la construction et l'équipement de 145 bâtiments administratifs des territoires, la construction et l'équipement de 636 bâtiments administratifs des secteurs, la réhabilitation de 40 479 km de routes des dessertes agricoles, la construction de 444 ouvrages d'art, la construction de 3071 forages avec pompes intégrées, la construction de 418 mini-centrales solaires, la construction et l'équipement de 1450 logements des autorités locales, la construction de 283 marchés modernes, l'installation de 471 km de lampadaires et l'aménagement de 447 sources d'eau. Composante 2. Promouvoir le développement des économies rurales et des chaînes de valeur locales afin d'appuyer le développement des activités de production et des services dans les territoires, de relancer les économies rurales et locales, d'améliorer la productivité et d'augmenter le revenu des ménages ruraux, ainsi que d'assurer la sécurité alimentaire. Il est prévu la distribution de 500 000 tonnes d'intrants et semences aux producteurs locaux, la structuration de 500 000 ménages par filière agricole, la fourniture de 4 340 équipements de production, traitement et transformation. Composante 3. Renforcer les capacités de gestion du développement local dans le but de développer les capacités techniques, organisationnelles, institutionnelles et communautaires pour une bonne gestion des développements local et la pérennisation des acquis. Composante 4. Enfin, développer un système d'information géoréférencé de suivi susceptible de renseigner sur le progrès du programme afin de garantir un meilleur suivi et évaluation des progrès du programme. Et on poursuit avec cette information, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui a reçu le lundi 11 novembre dernier à la Cité de l'Union africaine José Kalala, premier vice-président du Sénat. L'objectif était de lui présenter le rapport de sa participation au Forum parlementaire mondial qui s'est tenu du 4 au 5 novembre 2024 à Caracas, au Venezuela. Le sénateur Kalala qui a profité de cette rencontre pour transmettre au chef de l'État les messages de son homologue vénézuélien Nicolas Maduro. On l'écoute. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en début de soirée de ce lundi le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, José Kalala. Des retours d'une mission au Venezuela, le premier vice-président du Sénat est venu remettre au chef de l'État une correspondance de son homologue du Venezuela, Nicolas Maduro Moros. Dans ces messages, la République du Venezuela souhaite redynamiser les relations avec la RDC. Je crois que vous êtes informés qu'il y a eu un forum parlementaire sur le fascisme au Venezuela où nous avons porté la voix haut pour dénoncer cette agression que nous subissons à l'Est. Je profite aussi de l'occasion pour saluer les efforts du chef de l'État pour sa diplomatie, comme il ne ménage aucun effort pour trouver la paix durable dans ce parti du pays. Dans les discussions que nous avons eues, nous avons montré que le Venezuela souhaite avoir le rapport avec la RDC. La question sur l'agression de la RDC dans sa partie Est par le Rwanda a été également évoquée.
Pays hospitalier, la RDC entretient de bonnes relations d'amitié et de coopération avec toutes les nations dans le cadre. Et c'est ce mercredi 13 novembre 2024 qu'a débuté les travaux de la commission de la justice. L'EGO a été lancé officiellement par Constant Moutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, pour évaluer et trouver des solutions aux états généraux initiés. La dite commission est répartie en 9, entre autres l'état de droit, justice de qualité pour tous, accès au droit et à la justice, statut de magistrat, pour ne citer que cela. Ces assises ont une durée de 72 heures. Et du côté des Finances, le ministre des Finances Doudou Fouamba a pris la décision d'élever les gels du compte de l'entreprise KCC. C'est ce qui ressort de la séance de travail dirigée mardi 12 novembre par le ministre des Finances, la gouverneure de Lualaba, Fifi Masuka, et de représentants de KCC. Juste après cette rencontre, Fifi Masuka est rentrée dans sa province. C'est normal pour la province de pouvoir suivre du pas à pas tout ce qui se passe avec le groupe KCC. Le groupe KCC est parmi les plus grandes entreprises dans la province de Lualaba, en République démocratique du Congo. Donc, il a à son sein plus de 5 000 travailleurs directs et 20 000 indirects. Donc, c'est une question sociale. Il a fallu que je puisse en tout cas venir à la source pour savoir exactement ce qui se passe. Bien évidemment, nous échangeons avec Madame la PCA à chaque instant et à chaque étape de ces discussions. La bonne nouvelle est que nous pouvons souffler aujourd'hui, et je l'ai dit à la population de Lualaba, qui était un peu inquiète, et beaucoup plus particulièrement aux travailleurs du groupe KCC, qu'une solution, en tout cas, est en train de se trouver. Et c'est pour cela que nous disons un grand merci au ministre des Finances qui a pu écouter la voix de la province, la voix de la société. Ils vont rester dans les discussions qui vont continuer, mais ce qui est bon, c'est que, en tout cas, à ce qu'il les a confirmé, nous pouvons rentrer en juin au niveau de la province de Lualaba et que la population de la province puisse se sentir, en tout cas, sécurisée et touchée, parce que le ministre des Finances a été d'une oreille attentive. Évidemment, les comptes sont levés, les comptes étaient bloqués. Aujourd'hui, les comptes sont levés, moyennant les conditions qu'il a données, qui vont prendre quelques heures seulement. Mais la plus belle, la bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent travailler normalement. Ils travaillaient, mais pas à 100% parce que les comptes étaient bloqués. Mais là, ils peuvent maintenant travailler en sachant que toutes les opérations liées aux finances peuvent être participées. La RDC vient de signer un protocole d'accord avec la Pologne grâce au ministre de PTNTIC pour la construction des infrastructures numériques. La ministre nationale des Affaires sociales et Action humanitaire était à Mbujimayi pour s'enquérir de la situation des victimes de démolition de 800 maisons aux environs de l'aéroport de Bipenda. Le ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a procédé mardi à l'inauguration d'un nouveau bâtiment administratif du secrétariat général de retraités et rentiers. Les détails, c'est dans cet élément. De la peinture à la menuiserie intérieure et extérieure, aux travaux de l'électricité et climatisation, en passant par le revêtement de sol et murs, ainsi que les travaux de plomberie, ces différents ouvrages prévus dans le cahier de charges ont été réalisés pour la réhabilitation de l'aile droite du premier étage du bâtiment administratif de la fonction publique, abritant le secrétariat général des retraités et rentiers. Jadis dans un état de délabrement très avancé, l'aile droite du bâtiment administratif de la fonction publique a revêtu une nouvelle robe et
ce mardi 12 novembre 2024, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé à l'inauguration de cet édifice réhabilité intégralement en présence des bénéficiaires, les agents et cadres des différents services, tout heureux de constater la rénovation de leur cadre de travail. En marge de l'inauguration de l'aile abritant le secrétariat général de retraités et rentiers, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a lancé un message d'espérance en martelant sur la ferme volonté du gouvernement d'améliorer l'environnement de travail et l'élan amorcé dans la capitale devra se poursuivre dans toutes les provinces de la République. Les fonctionnaires vont donc travailler dans des conditions dignes et j'en suis fier. Et cette détermination qui nous porte va nous permettre de faire pareil partout, ici comme ailleurs. Je voudrais lancer un message d'espérance à tous les agents et fonctionnaires de l'État et leur dire que chaque chose a son temps. Après, ici, nous allons poursuivre les efforts pour que celles et ceux qui sont à Kananga, en Bujimaï, à Lomami, à Kisangani, à Mbakaka, à Kisala, leur dire qu'à partir de maintenant, ils ont toutes les raisons d'espérer que demain sera meilleur. Depuis sa construction au temps colonial, c'est pour la première fois que cet édifice connaît une réhabilitation intégrale sous le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons faire des beaux cadres. Reste maintenant à notre tour pour que nos cerveaux aussi puissent montrer vraiment qu'on avait besoin de ces cadres. Avant, si quelqu'un passait par ce couloir, il ne pouvait pas le trouver comme il est présenté aujourd'hui. Depuis son avènement à la tête de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou se vertue à parfaire la mission lui assignée pour le redressement et la modernisation de l'administration publique. Dans le reste de l'actualité, le directeur général de la SENSAP Junior Mata, cadre de l'IDPS, annonce un rassemblement de jeunes pour appuyer la rédaction d'une nouvelle constitution adaptée aux réalités actuelles du pays. Et c'est au cours de sa conférence de presse tenue à Kinshasa le mardi 12 novembre que le président du Parti de la Nation Congo, M. Fumu Toto, a démontré la faiblesse de la constitution actuelle et pour lui, il faut changer et non reviser la constitution. Je vous propose de les suivre. Scientifique, parce que on a besoin de défendre le pouvoir, mais avec les argumentaires scientifiques. Si vous voulez me démonter, démontez-moi avec la science. Maintenant, cette constitution, elle est mauvaise. Parce que cette constitution nous donne une forme de l'État qui n'a jamais existé. Elle est verrouille des choses inutiles. On ne peut pas toucher à la forme républicaine de l'État. C'est quoi la forme républicaine de l'État? Parmi les matières verrouillées de l'article 220. Non, elle doit partir. Elle doit partir. Cette constitution ne donne pas la précision sur les sols et les sous-sols appartiennent à qui. Parce que dans l'article 5, la constitution dit toute la souveraineté nationale appartient au peuple, tout pouvoir émane du peuple. Mais quant au sol, au sous-sol, l'État exerce une souveraineté. Mais sur les sols de qui? Je ne sais pas si vous comprenez. On peut exercer une souveraineté sur une chose qui ne lui appartient pas. Vous êtes souverain pendant tout le temps là, mais à qui appartiennent les sols et les sous-sols congolais? Je ne veux pas entendre que ça appartient à l'État, non, ça appartient au peuple congolais, aux Congolais. Cette constitution ne définit pas qui est congolais. Même la constitution de Kasaboubou, elle est quand même plus prépondérée que celle-ci sur la nationalité congolaise. Parce que Kasaboubou va jusqu'au peuple, aux individus qui étaient au Congo depuis 1809. Ça nous rassure quand même que la tribu, monsieur Yakoya, va la protéger, cette constitution est mauvaise. Parce qu'elle ne garantit pas le bon fonctionnement de l'administration de l'État. Je vais vous donner un exemple. Le président de la République est élu au suffrage universel direct. Et le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire ou de la coalition par l'informateur que lui-même. Les commandants de la garde républicaine, le général-major Gabi, demandent à tous ceux qui cherchent à renverser le pouvoir de Félix Tshisekedi Tshilombo de continuer à rêver car la garde républicaine ne trahira jamais Fati.
Et pour finir, le secrétaire général de l'UDPS, Bizoubou Déo, remercie et félicite les combattants et combattantes qui ont répondu présents à la journée de la base de l'UDPS célébrée chaque le 12 novembre de l'année. L'événement a eu lieu au terrain Bondo situé dans la commune de Guiriguiri. Des détails dans cet élément. Oh, retirez mon coloto na yo, à Makamouana. Retirada. Il est père qui va. Le terrain est rempli, plein à craquer. A mis sa paternité. Et c'est par cet élément que se terminent ces magazines institutionnels. Nous vous remercions de l'avoir suivi et on se retrouve très prochainement avec de nouvelles informations. Merci.